Au préalable, permettez-moi de souligner qu'il n'existe pas de doctrine de politique étrangère marocaine nettement formulée, rendue publique et constante. Et c'est là l'un des secrets de la force de la diplomatie marocaine en Afrique. C'est une diplomatie qui est évolutive en permanence. C'est une diplomatie abondamment impactée par les nouvelles tendances de la prospective monarchique. Cette prospective basée sur une approche, je dirais, pléthorique, multidimensionnelle, qui touche à tous les domaines, identitaires, religieux, économiques et sécuritaires. En prospectiviste, cette diplomatie, par définition royale, par essence monarchique, adopte une approche rationnelle, fondée sur l'anticipation. Cette anticipation qui consiste, qui puise son essence dans l'art de la conjecture et qui consiste à savoir pour prévoir et à prévoir pour pouvoir. En ce sens, la démarche royale réussit ainsi l'interaction prospective stratégie, laquelle interaction va impacter l'ordre géopolitique continental et qui va profiter, bien sûr, c'est ça le plus important, aux visées géostratégiques du Maroc. C'est d'ailleurs une stratégie qui... Et là, je me rappelle les propos de Boutros Ghali, qui avait soutenu que le droit international palpite au rythme du monde. Et là, je vais m'inspirer de cette phrase pour dire que la stratégie marocaine en Afrique est une stratégie qui palpite au rythme de la société africaine. C'est une stratégie qui se fonde sur des successions de réorganisation, de réorientation, d'accommodation et même de correction. C'est ça ce qui permet d'agir. C'est ce qui permet au Maroc d'agir sur le futur en Afrique. C'est une diplomatie, c'est une stratégie qui se fonde d'abord sur des horizons et sur des dates bien déterminées. Et ces dates sont plus ou moins charnières. Et c'est en cela que la réussite de Maroc est vraiment déterminante. Et là, je vais donner quelques exemples de ces dates. Je parle par exemple de 2002. 2002 va être marqué par l'implication du Maroc dans la résolution de la crise du fleuve Mano, là où qui a opposé la Guinée, Sierra Leone et Libéria. Je rappelle également 2009, avec ses efforts dans les crises de la Guinée. 2012 également, avec cette crise multiple qui avait chambardé le Mali. Sans oublier bien sûr 2006, là où il y avait la tenue de la première conférence interministérielle euro-africaine sur la migration de développement. Cette conférence qui avait marqué encore une fois le leadership du Maroc dans la question de la migration illégale. Cela bien sûr profite et a profité au Maroc, qui occupe depuis janvier 2012 un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce n'est pas tout. Ce qui est intéressant pour moi et qui cadre toujours en parfaite osmose avec cette dynamique de la prospective royale marocaine, ce sont les discours. Les discours royaux qui demeurent marqués et chargés d'une forte connotation africaine, africaniste. Et là, permettez-moi de rappeler le discours, par exemple, royal de septembre 2014, qui a été adressé aux Nations Unies et qui a été lu par l'ancien chef du gouvernement, M. Ilah Ben Kinan. Dans ce discours, le roi rejetait le modèle occidental parce que c'est un modèle qui est perçu comme dominant et il lui substituait une nouvelle approche
africaniste, nettement manifesté dans le discours d'Abidjan, dans ce discours d'Abidjan de la même année, donc de 2014, et même celui de Riyad de 2016. Les deux discours ont été en quelque sorte teintés de cette veine d'anticolonialisme et de souverainisme. Il ne faut pas omettre que dans cette évolution de la diplomatie marocaine, 2017 est un jalon essentiel, dans la mesure où il est marqué par trois événements majeurs, décisifs. Le premier, bien sûr, c'est le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Le second, c'est un discours royal, c'est le discours royal qui a été prononcé à la nation à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Mais c'est un discours qui demeure en quelque sorte prototype de cette veine, plus ou moins africaine. Et c'est un discours où le roi avait rappelé le discours de feu Mohamed V de 1957, prononcé à Mohamed El-Ghizlan, un discours qui atteste de la marocanité du Sahara et de l'attachement du peuple marocain à sa terre. Et en quoi ce discours est-il plus ou moins signifiant? C'est parce qu'il a été prononcé avant même que la question du Sahara ne soit consignée aux Nations Unies en 1963. Alors qu'aucune revendication n'a porté sur la libération du Sahara, à l'exception, et là il faut le retenir, à l'exception des demandes légitimes formulées par le Maroc, et avant même que l'Algérie ne devienne indépendante. Le troisième événement majeur, c'est la candidature marocaine à la CEDEAO. Il n'en demeure pas moins vrai que 2018 également est un tournant dans la mesure où le Maroc va intégrer le Conseil de la paix et de la sécurité africain. Je pourrais dire que le succès, la réussite de cette stratégie indirecte menée par le roi Mohamed VI en Afrique est inhérente à deux éléments. D'abord, et les deux éléments bien sûr, loin de se cantonner dans leur spécificité générique, s'articulent l'un à l'autre dans un décloisonnement pertinent et un entrecroisement efficace. Il s'agit d'abord d'un usage extensif et offensif de la diplomatie et des moyens juridiques, de façon à esquiver, à éliminer, à infliger, à contourner les champs conflictuels, et de manière à faire preuve du sens de la mesure et de la retenue. Le meilleur exemple, l'exemple, je dirais, péremptoire et prototype nous est fourni le mois de novembre 2020, avec l'intervention des forces armées royales pour rétablir la circulation qui a été bloquée par le Front Polisario au niveau du passage de Guergueret vers la Mauritanie. En ce faisant, la diplomatie marocaine va marquer des points sans lien avec l'affrontement direct contre le Front Polisario et ses partisans, tout en les paralysant par la multiplication des moyens de dissuasion diplomatique. Cette nouvelle démarche qui va marquer, bien sûr, la diplomatie marocaine, enregistre en quelque sorte une césure, une fracture, je dirais plutôt une rupture. C'est un changement, c'est une restructuration qui va marquer plus ou moins un hiatus entre deux périodes. La première période, c'est la période post-1984 et la deuxième, c'est post-1999. La première période, c'est la période de la sortie du Maroc, de l'organisation, de l'UA. Après cette période-là, le Maroc va adopter, il va professer une approche qui serait plus ou moins défaillante, contre-productive, et qui va être imprimée, émaillée de deux attributs distinctifs, mais qui sont tous les deux déficitaires. D'abord, c'est la chaise vide, et c'est cette chaise vide qui va être génératrice d'une politique, plus ou moins, d'une politique, je dirais, de doctrine Holstein. C'est celle qui consiste à rompre les relations diplomatiques avec tout État qui reconnaîtrait le Front Polisario
Et cette approche a mis le Maroc à l'écart de plusieurs sphères de coopération multilatérale africaine. C'est ce qui a bien sûr réconforté la position et l'approche des thèses adverses. Par contre, la période post-1999 va marquer un véritable essor pour le Maroc, dans la mesure où il va s'imposer en un modèle religieux, économique et même une référence en matière sécuritaire, dans la mesure où l'on va assister à plus ou moins à un changement, un déplacement du milieu religieux au milieu sécuritaire. Ce modèle religieux marocain, je dirais, ce modèle prise un islam ouvert, un islam de juste milieu, établi sur la doctrine acharite et le rythme liquide et le sophisme. Et ce modèle religieux est un modèle qui cadre et qui répond aux attentes des pays africains, parce que ces pays africains ont été malmenés, chambardés par les attentats de facture religieuse. Et c'est dans ce sens que la monarchie, avec ce statut de commandeur et de croyant, va avancer des points, surtout avec cette implantation de l'islam marocain qui s'articule tout particulièrement autour de la formation des imams par l'Institut Mohamed VI et par le partage d'expertise, avec pour ultime visée l'instauration de la Fondation Mohamed VI, des oulémas africains. Je dirais que cette diplomatie religieuse s'érige en un infaillible instrument pour accéder en Afrique, parce que c'est cette diplomatie religieuse, il ne faut pas le nier, optimise des rapports amicaux de confiance, et ces mêmes rapports permettent la signature d'importants contrats et favorisent l'amarrage de partenariats économiques. Dans cette perspective, la signature d'importants contrats et de partenariats économiques serait fédérateur de réussite de cette diplomatie religieuse qui va permettre à la monarchie de polir également sa légitimité développementale en Afrique. La commanderie des croyants a ainsi optimisé, maximisé le déploiement d'un pôle régional en matière de formation universitaire, surtout avec cette politique d'accueil des étudiants africains, laquelle politique s'est amplifiée depuis 2000 pour ambitionner de recevoir 15 000 étudiants à l'horizon 2021. Et c'est une politique qui s'inscrit dans un écosystème d'acteurs qui sont variés, mais qui s'engagent dans cette coopération sud-sud. Et dans cet écosystème, nous retrouvons tous les secteurs, publics, privés, bancaires. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est ce qu'il faut mentionner, c'est que plus de 30 ministres qui siègent actuellement dans les gouvernements africains ont été formés au Maroc dans le cadre de cette coopération. Par ailleurs, le Maroc a conclu des centaines d'accords à l'occasion des visites royales. C'est ce qui confère une forte impulsion à la coopération bilatérale avec tous les pays membres de l'organisation. Encore un autre point, et pas des moindres, le Maroc a initié avec les pays de la CEDEAO des projets structurants, notamment le projet de gazoduc Maroc-Nigeria à travers les pays de la région. Et il a même promu un espace nord-ouest africain comme espace de stabilité et de développement. Cette diplomatie où s'interfèrent le registre religieux, le répertoire économique et sécuritaire, va permettre au Maroc de se repositionner au sein de l'Afrique, réussissant ainsi un véritable désenclavement, tout en militant de l'intérieur de l'Afrique en faveur de la cause marocaine, et tout en engrangeant progressivement et simultanément des appuis en Afrique. Si j'ose dire, en profondeur,
religion, économie, rayonnement en matière sécuritaire servent le même enjeu, c'est l'enjeu géostratégique. Attendu que la légitimité dans s'investit, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'articule thématiquement autour du containment, c'est-à-dire l'endiguement de la propagation du salafisme et du hanbali-wahhabisme par le biais, par le biais des confréries, dont notamment celle de Tijaniya. Comme en témoigne surtout, là je vais donner un exemple, c'est celui de la présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Bamako, aux cérémonies de la libération du nord de Mali, et en présence de François Hollande en 2014. Et bien sûr, il était présent en sa qualité de commandeur de croyants, offrant le soutien institutionnel et concret des moyens religieux marocains à la percée salafiste. Partant du constat que nombreux pays africains sont majoritairement, pour la plupart, sont musulmans et d'obédience malikite, que même les proches du pouvoir, du cercle du pouvoir en Afrique, ont bénéficié d'une formation aux universités marocaines. Cela profite bien sûr aux enjeux, cela profite aux intérêts géostratégiques marocains. D'autant plus que les confréries soufis se dotent de ressources matérielles et spirituelles puisées du Maroc. Dans ce cadre-là, la diplomatie marocaine en Afrique ne serait qu'efficiente, surtout dans le cadre décisionnel continental. Ne dérogeons pas à cet objectif. L'ouverture récente dans les provinces du sud du Maroc des consulats africains, légalement fondés sur les normes et pratiques diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, traduit autant de soutien de fait à la souveraineté marocaine sur la région, notamment avec cette volonté de ces États-là, de ces pays, de rompre tout lien avec les illusions séparatistes trompeuses. Cette assertion est d'autant plus vraie que la validation américaine de la marocanité du Sahara constitue à elle seule, en elle seule, un réel essor, une véritable percée diplomatique historique à résoudre ce conflit artificiel autour du Sahara marocain. Dans un tout autre ordre des idées, bien que cet élément-là puisse paraître à première vue infinitésimal, simpliste, il est vraiment très déterminant. Et là, je parle de l'obtention du Maroc d'un poste clé à la Confédération africaine de football. Cette obtention marque une autre réussite diplomatique, dans la mesure où la Confédération africaine de football, sur la base bien sûr d'un amendement proposé au statut de la CAF, va trancher que désormais seuls les États qui sont indépendants et qui sont représentés à l'Organisation des Nations Unies seraient acceptés en son sein. Et cela automatiquement exclut les séparatistes du Polisario et accomplit un effet de sape à toutes leurs thèses. De même, la montée du Maroc en tant que puissance régionale en Afrique, en Méditerranée et même dans le monde arabo-musulman serait confirmée davantage par la multiplication des visites, des échanges, par des efforts de médiation, de solidarité, surtout durant la période d'Ebola, de Covid-19 et de façon générale, face à toutes les catastrophes naturelles. Là, je vais ajouter un autre élément qui marque cette diplomatie d'influence marocaine et qui était à l'origine de ce succès, donc de cette diplomatie d'influence soft power, et qui a été à l'origine d'un revirement de perception de plusieurs pays envers le plan d'autonomie marocain, qualifié par les grandes puissances de crédible, réaliste et viable. Cet élément-là va marquer plutôt la scène internationale. C'est celui de l'attachement du Maroc à la dissuasion diplomatique et juridique, au point que l'ONU, les États-Unis, la France ont adopté sur la question du Sahara une position unanime et qui est proche
de celle présentée par le royaume. Et cette influence marocaine transcende l'Afrique et touche également la Méditerranée. Le Proche-Orient, c'est ce qui cadre avec les intérêts géopolitiques américains qui veulent à nouveau compter sur ces trois régions dans le redressement de certains rapports de force. Et dans ce redimensionnement, dans ce réajustement, dans ce repositionnement, le Maroc est une carte décisive. La doctrine américaine de ce qu'on appelle l'empreinte légère, du leadership et retrait, s'impose comme un modèle d'équilibre diplomatique dans le continent. Ce rapprochement avec cette doctrine américaine et cette nouvelle diplomatie vont avoir des retombées géopolitiques, géostratégiques néfastes sur l'Algérie et la RAST, qui se trouvent doublement muselés. D'abord, devant le veto opposé à la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie au poste de chef de médiation des Nations Unies sur la Libye, et suite également à l'éjection de l'Algérie du poste de commissaire chargé des affaires politiques de la paix et de la sécurité de l'Union africaine lors du dernier sommet de l'instance internationale. Et là, c'est vraiment c'est un fiasco total pour l'Algérie parce que c'est un poste stratégique qui était occupé sans partage par les Algériens depuis plus de 17 ans. Voilà en quelque sorte brièvement présenté les raisons profondes de la réussite de cette politique africaine du Maroc, replacée dans son registre, dans son double contexte régional et international. Cette politique africaine, nous avons essayé d'en déceler les impacts en termes d'endiguement des illusions séparatistes, indépendantistes, qui sont menées par la RAST, qui est épaulée bien sûr par l'Algérie. Mais encore faut-il le rappeler, avant de clore, deux facteurs seraient hautement déterminants dans le jeu de redistribution des cartes et de repositionnement en Afrique. Les deux facteurs, au cas où ils seraient observés par le Maroc, seraient vraiment, je dirais, seraient décisifs dans la réussite de cette prospective géostratégique marocaine en Afrique. D'abord, il faut reconnaître que l'Afrique est en passe de se dresser en une nouvelle frontière de développement. Le deuxième, c'est que le 22e siècle, lui aussi, il sera religieux, spirituel, ou il ne sera pas. Donc, pour autant que je puisse en juger, l'amarrage de ces doubles dimensions religieuses, économiques, saurait ancrer le leadership du Maroc dans une zone d'influence stratégique, moyennant une diplomatie globale, autonome et responsable. Et saurait également être décisif dans l'effritement de toute volonté subversive contre les causes marocaines. Voilà, je vous remercie pour votre bienveillante écoute.